Au sommaire, les condoléances du gouvernement aux familles des disparus de Mouna. Le ministre Oumar Gueye, à la tête d'une délégation, s'est rendu auprès des parents éplorés. 2 millions de francs CFA par famille. Mais à l'étape de la Gueule-Tapée, il y a eu bagarre à cause de l'argent. 3 hôpitaux menacés de coupure d'électricité pour défaut de paiement. Le directeur des établissements de santé explique l'origine du problème. D'après Salih Diallo, ces structures hospitalières ont des difficultés financières. Et puis, sur cette affaire, la Sénélec a livré sa part de vérité. La Société nationale d'électricité parle d'une ardoise de 6 milliards 400 millions de francs CFA pour 1000 factures impayées. Affaire Etienne Balagosek, les avocats de l'artiste musicien comptent saisir la commission de l'IMOA dans les tout prochains jours. Appel à un rassemblement devant l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire répond à l'opposition qui entend bloquer la marche de l'institution. L'opposition n'a pas les moyens de le faire, a dit Moustapha Diakhaté. Et puis production record de céréales cette année. Le gouvernement annonce 2 millions de tonnes. Le CNCR se veut prudent. L'actualité internationale, les titres. Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Antoine Dupatanta à Paris. On dénombre 7 perquisitions ce matin dans la région de Bruxelles. En Belgique, Abdelhamid Abaoud et Salah Abdeslam sont toujours introuvables. Ils sont les commanditaires présumés de ces attentats. Burkina Faso, l'ex-parti au pouvoir, le CDP, veut être sauveur de roi en cas d'un second tour à la prochaine présidentielle. C'est pourquoi il est à fond dans la campagne pour les législatives, Antoine. Dans ce midi, les sports avec Youssouf Bodian. Les titres, bonjour Youssouf. Bonjour Antoine. Football CAN U23, jour J-9. Il faudra encore patienter avant de connaître les noms des 21 joueurs sénégalais sélectionnés. Au plan organisation, aucune communication à quelques jours du coup d'envoi. Football Ligue 1, 2 défaites en autant de sorties. Le Casasport, dernier de Ligue 1. Certains supporters du club de Ziguinchor sont inquiets, vous les entendrez. Et puis basketball, Thiès Basket Club retrouve la D1 un an après l'avoir quitté. Les ambitions du club de Thiès dans ce journal. Point de vue, c'est sur cette tension entre deux corps de la justice, avocats et magistrats. Qu'en pensez-vous? Rendez-vous vers 12h30. Antoine Diouf. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus de Mouna. Depuis ce matin, le ministre de la Pêche se déplace chez les parents des victimes. Partout où il est passé, il a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Seule tache noire, il y a eu bagarre à l'étape de la Gueule-Tapée à cause de l'argent. Dans la délégation du ministre, notre reporter Mantouré, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour Antoine. Oui, Gueule-Tapée, oui. rue 53, angle 60, chez la défunte Fatih Meng, le temps d'une condoléance et le salon s'est transformé en arène de lutte combinée à de la boxe classique. Et pourtant, tout était parti pour être parfait. Des familles éplorées qui reçoivent un ministre de la République venu présenter les condoléances du président de la République. La délégation n'y est pour rien. Elle est venue remettre 2 millions de francs CFA à chaque famille. Celle de la Gueule-Tapée s'est illustrée par son comportement qualifié de honteux. Le mari, le fils, l'oncle et la tante. L'un asséna un coup de poing retentissant à l'autre qui perd l'équilibre mais se repositionne. C'est alors qu'on la prend de court, un croc en jambe et voilà, elle s'affale. Ce sont des cris, en n'en plus finir. Le fils, quant à lui, se charge de maîtriser la main du vieux oncle qui tenait l'argent de la discorde. Une prise à 360 degrés, il lâcha l'enveloppe. Le petit comme une flèche la saisit et survole les escaliers, il disparaît. Des cris, des pleurs, des insultes. Le ministre Oumar Gueye, témoin des faits, le sous-préfet de Dakar Plateau, Seydou Gueye, tous, devant le fait accompli, repartent discrètement. Cette image a assombri, cet acte pourtant loué de tout part, de la Médina à la Cap Djopel. D'ailleurs, à la cité Kër Khadim, le porte-parole de la famille a évoqué la prise en charge des enfants des défunts, mais des défunts morts à Mina. 2 millions de francs CFA par famille, elles sont au nombre de 20 et donc 40 millions dégagés par Macky Sall. Il reste donc, Antoine, 24 autres familles. Mantouré, merci en direct dans ce journal. À l'instant, l'on nous annonce des affrontements entre marchands ambulants et forces de l'ordre à Petersen, 12h05 partout au Sénégal. RFM, la radio de toute l'actualité.
La Sénélec menace de couper l'électricité à 3 hôpitaux de la place parce qu'ils n'ont pas payé leurs factures qui, du reste, sont très élevées ou très salées. Se prononçant sur la question, le directeur des établissements de santé note que ces structures hospitalières ne peuvent pas honorer correctement leurs factures du fait des difficultés financières qu'elles rencontrent, difficultés qui ne pourront être dépassées que quand les politiques de l'État dans le secteur seront achevées. Awambaï. Des factures d'électricité à hauteur de centaines de millions, les hôpitaux du Sénégal ont du mal à s'en sortir et le paiement est presque impossible. Les charges de l'hôpital sont aujourd'hui trop importantes, selon Salou Diallo, le directeur des établissements publics au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il faut reconnaître que les hôpitaux, ils vivent toujours une crise persistante qui est une crise du financement liée au fait que les hôpitaux n'ont pas les moyens qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais payé les factures d'électricité. Non pas qu'ils ne veulent pas payer, mais la réalité c'est qu'ils ne peuvent pas payer. Aujourd'hui, l'État alloue aux hôpitaux une subvention, mais elle ne peut pas couvrir toutes les dépenses. Il faut même dire que cette subvention-là est allouée en tenant compte du fait qu'ils ne supportent pas ce qu'on appelle les dépenses permanentes. Les dépenses permanentes, ce sont les dépenses d'eau et d'électricité. Sont supérieures à la subvention que l'État lui alloue, quoique cette subvention-là, il faut le reconnaître, est une subvention importante. Donc c'est à bon droit que ces ont toujours demandé une augmentation de leur subvention, surtout durant ces 3 dernières années. Et c'est dans ce contexte-là que justement la Sénélec a brandi cette mise en demeure aux hôpitaux de payer, sinon on risquait de leur arrêter la fourniture d'électricité. Alors le motif qui est donné par la Sénélec, c'est que les hôpitaux sont des établissements publics. Or, chaque jour, dans ces hôpitaux-là, il y a des indigents, il y a des malades qui arrivent en urgence, qui sont soignés, qui partent et qui ne payent pas, ce qui fait des millions et des millions de créances que ces établissements ne peuvent pas recouvrer. D'ailleurs, la direction des établissements publics est en train d'élaborer un document pour démontrer que les hôpitaux sont aujourd'hui dans l'incapacité de payer ces factures et il faut les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent souffler financièrement. La Sénélec s'explique sur la mise en demeure servie à certains hôpitaux pour défaut de paiement. La Société nationale d'électricité parle d'une ardoise de 6 milliards 400 millions de francs CFA pour 1000 factures impayées. Le chef du département grand compte de la Sénélec, Pape Taïrlo, est joint par El Haj Ndougoudjena. On leur a effectivement envoyé des mises en demeure à tous les hôpitaux qui doivent de l'argent à Sénélec. Je rappelle que la date d'aujourd'hui, le montant global des arriérés des hôpitaux s'élève à 6 milliards 400 pour environ 1000 factures impayées depuis presque 2008. Donc, naturellement, Sénélec demande que ces clients-là payent leurs factures, comme tout client qui doit de l'argent à Sénélec. On leur fournit un produit qu'ils consomment, qu'ils utilisent, et on attend qu'en retour, ils payent les factures qu'on leur livre. Donc, c'est pourquoi, depuis qu'on a constaté cette affaire-là, on a négocié, on a fait des réunions avec eux, on leur a fait plusieurs rappels, mais en vain. Donc, on est obligé de leur envoyer ces mises en demeure pour qu'ils procèdent au paiement des factures. Pour le moment, on est en négociation. Il y a le caractère sensible des hôpitaux. Irez-vous jusqu'à leur couper l'électricité s'ils ne paient pas? Pour le moment, on n'en a pas encore là. On est en négociation. Et on espère qu'à l'issue de ces négociations, une solution sera trouvée. Mais pour le moment, on n'en a pas encore là. On n'a pas encore décidé réellement de procéder au coupure. Le grand journal, l'actualité au grand complet. Antoine Diouf. L'affaire Etienne Balagosek suit son cours. Les avocats de l'artiste musicien vont saisir la commission de l'IOMOA dans les prochains jours. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la violation du règlement relatif à la présence de l'avocat dès les premières heures de l'arrestation. Maître Ousmane Sey et compagnie ont également introduit 2 requêtes auprès du juge d'instruction. Après les rejets de leurs différentes requêtes, les avocats du leader du Hamdan internationalisent leur bataille judiciaire. Ils constatent une violation du règlement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Maître Ousmane Sey est le coordonnateur du pool des avocats de John Sek. L'article 5 de ce règlement dispose que, désormais, dans les pays membres de l'UEMOA, dont le Sénégal fait partie, toute personne interpellée par la police ou la gendarmerie a droit à l'assistance d'un avocat dès son interpellation. Et c'est le règlement
qui indique la date d'entrée en vigueur de cet article, c'est-à-dire le 1er janvier 2015. Depuis cette date, le Sénégal n'a pas appliqué ces dispositions. Alors, quand M. Thionsek a été interpellé au mois de mai, c'est-à-dire 5 mois après, normalement, l'entrée en vigueur de ce règlement. Moi, personnellement, je suis allé le voir et son interpellation sur la base, effectivement, de ce texte. Le commandant ne l'a pas permis de le voir en disant que vous pouvez le voir après 48 jours. Ces avocats jugent scandaleuse et incompréhensible la décision rendue récemment par la Chambre d'accusation sur cette affaire. Mais, nullement découragés, ils ont introduit de nouvelles requêtes, l'une pour l'ouverture des scellés et l'autre pour la disqualification des faits. Nous sommes obligés de saisir le juge pour que les scellés soient ouverts devant Thionsek, devant ses avocats, pour qu'on, effectivement, inventorie ce qu'il y a dans ce fameux sac-là. Parce que jusqu'à présent, on en parle, et personne ne sait exactement ce qu'il y a là-dedans. Nous voulons le savoir. La deuxième chose, c'est quand même de disqualifier les faits. Parce qu'il y a un fou, et on a l'habitude maintenant, quand une personne est poursuivie, de viser tous les articles du code pénal. Maître Ousmane Seye et ses confrères attendent que le nouveau juge du deuxième cabinet statue rapidement sur leur requête. Thionsek est en prison depuis juin dernier pour 7 chefs d'inculpation, notamment les délits de trafic de faux billets et de blanchiment d'argent. La politique à présent, l'opposition n'a pas les moyens de bloquer le vote du budget 2016. C'est la réplique du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moustapha Diakhaté a fait cette sortie suite à celle de l'opposition qui appelle à un rassemblement devant l'Assemblée nationale le 25 novembre prochain. Tout se passera comme prévu, a dit le président du groupe majoritaire, joint par Mohamed Ali Mouba. Ils avaient dit qu'ils allaient bloquer l'installation des bureaux des commissions. Ça a été soldé par un échec. Ils avaient aussi promis de bloquer le travail des commissions techniques et de la commission des finances. Ça a été soldé aussi par un échec. Cette opposition a encore échoué en voulant bloquer le vote du budget de la République du Sénégal. Non seulement c'est un scandale, pour la première fois dans l'histoire du monde, une opposition dit que je vais bloquer le vote du budget. C'est-à-dire que je vais empêcher à l'État d'avoir les moyens de fonctionner. Je crois très honnêtement qu'on ne peut pas autoriser une institution pour des gens qui affichent de manière claire leur intention d'empêcher le vote du budget de la République du Sénégal. Ça ne rentre pas dans le cadre du jeu démocratique. C'est du gangstérisme politique et je crois que au gangstérisme politique, il faut répondre par la fermeté. 12h13, vous suivez le grand journal. Le gouvernement annonce une production record de céréales cette année. D'après le gouvernement, donc, ce sera 2 millions de tonnes. Mais le CNCR dit attendre de voir pour y croire. Babangom est le secrétaire général du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Il est avec Mohamed Ali Mouba. Il y a eu juste récemment une évaluation sur la production de riz de cette année et nos éléments qui sont allés voir ont bien observé qu'on n'avait pas semé 50% des superficies prévues. Alors, nous nous posons la question de savoir comment moins de 50% des superficies prévues peuvent produire 100% de ce que 100% des superficies prévues auraient dû produire. Voilà la question. Si on veut dire qu'on a récolté tant ou on va récolter tant, bon, c'est un calcul arithmétique qu'on fait. On a semé tant, réellement ça doit être ceci, etc., etc. Nous préférons attendre la réalité des chiffres et dire voilà comment les choses sont. En tout cas, Fatick, il y a une forte production de mil dans la région, cela au grand bonheur des paysans du Sine qui vont assurer sans souci leur consommation annuelle. En outre, d'après ces producteurs de Fatick, le gouvernement doit même penser à une campagne de commercialisation du mil. Retrouvons à Fatick Aminata Boudjabi. La soixantaine visiblement dépassée, Ousmane Dione est un enseignant à la retraite reconverti en agriculteur. Chaque année, il récolte 2 à 5 tonnes de mil, une production qui sert uniquement à la consommation familiale. À la nourriture, parce que nous on ne vend pas, c'est pas nos habitudes quoi. D'abord c'est pour la nourriture, mais aussi bon, on vient en aide aux nécessités. Bon, en général, bon, c'est des couscous, du lard, du fondé. Mouna Dione est aussi un cultivateur. Les centaines de kilogrammes de mil qu'il récolte chaque année l'aident à s'assurer une autosuffisance alimentaire. Bon,
de naan de jënd ceeb dugub bi reer ak ndekki bi. D'après des chiffres de la direction régionale du développement rural, la région de Fatick est première au Sénégal dans la production du mil. Les tendances annuelles le démontrent. Boubacar Diallo, DRDR de Fatick. En 2014, on avait une production de 80 000 tonnes au niveau de la région. C'est la première région milicole du Sénégal. En 2013 aussi, cette production s'élevait à 98 711 tonnes. On peut dire que la production de cette année sera largement supérieure à la production de 2013. Et pour appuyer davantage la filière mil, les agriculteurs suggèrent l'organisation d'une campagne de commercialisation du mil, comme c'est le cas pour l'arachide. Ça peut se faire, hein, parce que bon, je sais que à l'avenir, moi, par exemple, dans mon intention, moi, je compte alors, par exemple, cultiver des champs qui seront destinés tout simplement à la vente, comme je fais avec l'arachide. Créer une campagne du mil comme il l'a fait avec l'arachide, surtout cette année. Et la production, alors, pour tous les céréales, c'est extraordinaire. À Niakhar, en tout cas, la SC Djambougoum a donné le ton. Depuis 3 ans, une campagne de commercialisation du mil s'y tient. Aminato Boudjabi, Fatick RFM. La journée des toilettes, c'est aujourd'hui occasion pour nous de parler des toilettes publiques à Dakar. Dans la capitale, il n'en existe que très peu, et là où l'on en trouve, il n'y a pas assez de... Oui, là où l'on ne trouve pas de toilettes publiques, il est difficile plutôt pour le citoyen de se soulager. Un reportage de Diana Bassidouba. À la rue 11, angle Blaise Diagne, un bâtiment peint en rose. Dedans, 20 toilettes destinées au grand public. Il faut débourser 25 francs pour y accéder. C'est le vieux Diop qui est le gérant. Il est là-bas depuis 1999. Ces toilettes de la Médina sont un peu délabrées, mais très bien entretenues par Diop et une partie de sa famille. C'est Ahmed Dien qui m'avait confié la gestion de ces toilettes et depuis lors je suis ici. J'ai tout restauré et ces toilettes fonctionnent encore. Un peu plus loin, à la Gueule Tapée, près du canal, le marché bas sont pleins. Là-bas, point de toilettes. Pour se soulager, les commerçants sollicitent les toilettes de la mosquée Ada Diop. Vous voyez, cette mosquée est bien, si on veut se soulager, on va là-bas et puis c'est tout. Des fois, des clients nous demandent s'il y a des toilettes publiques et on les oriente là-bas. Sayer Fall, la soixantaine dépassée, déplore cet état de fait. C'est un client fidèle du marché, il se prépare en conséquence s'il doit sortir. Heureusement, moi avant de quitter chez moi, je prends mes dispositions. Bon, par exemple, avant de sortir tout de suite, je me suis soulagé. Enfin, je suis allé aux toilettes, j'ai uriné, après j'ai fait mes ablutions et puis je suis sorti. Et c'est ce que jamais au grand jamais, il ne m'est jamais arrivé en cours de route d'avoir des problèmes. Il n'y a pas de toilette publique, il faut prendre les dispositions nécessaires avant de sortir. La capitale sénégalaise est dépourvue de toilettes dans certains espaces publics et les populations se démènent comme pas possible pour pouvoir simplement se soulager. L'actualité internationale. Ismaël Camara. L'actualité internationale, justement, avec vous, Ismaël. Rebonjour. Rebonjour, Antoine. Après l'assaut de Saint-Denis, place aux perquisitions dans la région de Bruxelles, en Belgique. Ces perquisitions sont menées dans différentes communes de Bruxelles, dont Molenbeek. Les enquêteurs veulent mettre la main sur les 2 commanditaires présumés des attentats de Paris, lesquels ont fait 129 morts. Hier, mercredi, ils ont arrêté 7 personnes. Les députés, eux, vont se prononcer sur la prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence et l'élargissement des possibilités d'assignation à résidence. C'est aujourd'hui que cela se passe au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale française, Antoine. Et c'est le calme à Saint-Denis au lendemain de l'assaut de la police d'hier. Justement, notre envoyé spécial à Paris, Yoro Mangara, a pu recueillir le témoignage d'un étudiant sénégalais. Il vit dans une résidence située à 100 mètres du lieu de l'assaut. Son nom, il témoigne au micro de Yoro Mangara. Hier, moi, quand je me suis réveillé, il y a une fille qui parlait dans mon couloir. Je ne savais pas ce qui se passait. Du coup, je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il y avait des attentats. Je lui ai dit attentats, elle m'a dit oui. Donc, du coup, j'ai ouvert ma fenêtre pour voir si j'ai vu des lumières qui se sont allumées devant ma résidence. Donc, moi, j'habite dans une résidence universitaire qui s'appelle l'Ermitage. Vous voyez les lumières, tout ça. Du coup, après, j'ai regardé, j'ai vu il y avait des hélicoptères qui tournaient tout autour. Et à ce moment-là, après, j'ai entendu des détonations avec des rafales. Donc voilà, après il y avait la peur, tout ça dans la résidence.
Oui, le calme donc à Saint-Denis au lendemain de l'assaut de la police hier. Élection législative au Burkina Faso, le CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, veut jouer les premiers rôles. C'est cela, Antoine. Le Congrès pour la démocratie et le progrès déroule sa campagne pour les législatives. Ses responsables jouent à fond la carte de la proximité. Ils veulent marquer de leur présence au sein de la future assemblée. Quant à la prochaine présidentielle, le CDP veut être faiseur de roi. Sodatiana. La campagne pour les élections législatives au Burkina bat son plein. Pour cette campagne, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ex-parti au pouvoir, opte pour la proximité. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré entend non seulement jouer un rôle au sein de la prochaine assemblée, mais aussi être un faiseur de roi. En cas de second tour à la présidentielle et toujours pour la proximité, tous les arrondissements de la commune de Ouagadougou abriteront des assemblées générales et quelques communes rurales auront droit au grand rassemblement. Au-delà des sièges à l'Assemblée nationale, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré souhaite peser de tout son poids. Et cela, le directeur provincial de la campagne, Mahamadi Kouanda, l'a bien confirmé. Selon lui, le CDP est le parti le plus implanté au Burkina Faso. Alors que les militants du CDP font porte à porte pour convaincre des électeurs, le colonel Yacouba Ouedraogo, président d'une Union pour un Burkina nouveau, un parti proche du CDP, a été entendu par le juge dans le cadre de l'enquête sur le putsch du 16 septembre dernier. L'ancien ministre de Blaise Compaoré a été inculpé et aussitôt déféré à la maison d'arrêt et de corruption de l'armée. Merci Sodakam, Antoine Diouf pour la suite. Merci Ismaël Kamara pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, c'est sur cette tension entre deux corps de la justice, avocats et magistrats. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous aurez la parole dans quelques minutes. Youssouf Bodian pour la page des sports du football CAN des U23, la liste des 21 joueurs sénégalais encore attendue. Il faudra encore patienter avant de connaître les noms des joueurs qui vont défendre les couleurs de notre pays à cette compétition prévue à Dakar du 28 novembre au 12 décembre. Le Sénégal a transmis comme prévu sa liste à la CAF hier, mais elle ne sera publiée que dans les prochains jours selon le directeur technique national que nous avons rejoint ce matin au téléphone. Mais déjà à 9 jours du coup d'envoi de la CAN U23, la Tunisie, un des adversaires du Sénégal, a rendu public sa liste de 21 joueurs qui devraient rejoindre Dakar le 24 novembre plutôt, selon nos confrères de Stade Quotidien. Sur le plan organisation, nous avons tenté de faire le point avec les fédéraux, mais toutes nos tentatives sont restées vaines. Pour rappel, il ne reste que 9 jours avant le coup d'envoi, mais on ne sent pas encore que Dakar va abriter une grande compétition africaine, pas d'affiche ni de communication audiovisuelle, Antoine. Football toujours avec la Ligue 1, le Casa Sport a peine à décoller. 2 défaites en autant de sorties, 6 matchs d'affilée perdus par le club de Ziguinchor, toutes compétitions confondues cette saison, une situation qui inquiète les supporters. Max Kamfani leur a donné la parole dans ce reportage. 2 matchs au tournoi de Lugade pour la Coupe du Parlement et de le championnat de Ligue 1, 6 sorties officielles du Casa soldées par des défaites. Une contre-performance qui ne laisse indifférent le public ziguinchorois, à l'image de ce jeune Alfoussini Fall. Le Casa, c'est mon équipe. Mais en fait, ces derniers moments, je suis un peu découragé parce qu'avec l'avancement que je croyais, ça n'y est pas. Ça m'étonne. Ça étonne aussi la région. Beaucoup de gens se sont fâchés. Ce n'est plus le Casa qu'on connaissait. Une mauvaise pente seulement. Voilà comment Ibro Bouy justifie ses contre-performances du Casa Sport. C'est vrai que c'est pas un peu rassurant. Nous tous, nous constatons que cette année, le Casa Sport a eu beaucoup de départs. L'année dernière, au début du championnat, il y avait des problèmes. Mais il a parvenu au moins à amener le Casa Sport jusqu'en 6e et aller en finale de la Coupe du Sénégal. Des défaites diversement commentées par les journalistes sportifs de la région, Elhadji Lissané et reporters sportifs à Zik FM. Je pense que c'est prévisible dans la mesure où, nous le savons tous, il y a tellement de départs, surtout des cadres de l'équipe du Casa Sport qui ont pris d'autres directions. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont
arrivé. Maintenant, il va falloir patienter pour que ces joueurs puissent renforcer cette formation du Casa Sport. Les reporters sportifs des collections doivent être effectués par le staff technique. Le problème du Casa Sport, c'est la punition. Le coach, l'ensemble du staff, à mon avis, doivent travailler sur ce qu'on appelle les balles arrêtées. Le plus grand travail du Casa Sport, c'est au niveau de l'attaque. Le Casa ne séduit plus son public et l'inquiétude commence à gagner les esprits. Et ce week-end, le Casa doit prouver à son public qu'il est toujours présent face à l'Olympique de Ngor. Ziguinchor, Max Ethnic Company, RFM. Match prévu donc ce samedi au stade Aline Sitoé Diatta pour le compte de la 3e journée Casa Sport Olympique de Ngor. Les autres matchs de samedi au stade Demba Diop, Uzo Sunewor, AS Douane, Stade de Mbour. Le basket, la finale allée du tournoi de montée en 2-1 se joue ce week-end. Ce samedi à Thiès, Thiès Basket Club accueille Saltigué de Rufisque. L'équipe thiessoise se prépare à jouer une finale très animée. Thiès Basket Club qui retrouve la D1 après une saison en D2 veut tout faire pour y rester. Son président espère un soutien de tous les Thiessois pour y arriver. Hassan Diop s'appelle, je vous propose de le suivre. Il y aura un cas particulier parce qu'on attend beaucoup de monde. On reçoit les gens de Rufisque ou de la ville. Alors il faut un cas populaire. En tout cas, on a mobilisé tous les joueurs, ils sont conscients du travail qui les attend. On a aussi sensibilisé tout ce qui tourne autour de l'ASC Thiès, la ville de Thiès, tout le monde. En tout cas, on appelle tout le monde pour que la fête soit belle. Les objectifs restent les mêmes que ceux que nous avons fixés l'année dernière. C'est-à-dire accéder en première division, maintenant faire tout pour y maintenir. Je crois que c'est l'objectif. On va se battre en tout cas pour tous les flambeaux, rester dans cette première division autant que possible. Bon, ce ne sera pas facile, mais en tout cas, si les moyens suivent, bon, je pense que on va relever le défi. Hassan Diop, président de Thiès Basket Club, dans nos futures émissions, vous entendrez. Saltigué de Rufisque, les deux clubs vont évoluer en D1 la saison prochaine chez les dames. La finale de D2 va opposer Kaolack Basket Club à Ziguinchor Basket Club, deux clubs qui vont aussi évoluer en D1 cette saison. Et puis Dakar va abriter l'événement Passeport, ce sera ce week-end. Il allie sport et bien-être et ça se passe sur le parcours sportif de la Corniche Ouest. Les sportifs peuvent y pratiquer gratuitement l'équitation, le yoga, entre autres disciplines. Un des organisateurs de cet événement, Passeport, Lucille Ndiaye, au micro de Sornana Tambaya. Passeport est un événement sportif, mais la particularité de Passeport, c'est que en plus du sport, on y met le bien-être, on y met l'hygiène alimentaire, on y met le loisir. Passeport met l'accent d'ailleurs sur le corps à travers les activités physiques, mais aussi l'esprit à travers le yoga, la réflexologie et la relaxation. On veut permettre à aux Sénégalais de comprendre ce concept, c'est-à-dire après le sport, de pouvoir manger équilibré. Et je pense que c'est une plateforme inédite et qui va permettre à tout un chacun de s'y retrouver, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Quand je parle des enfants, il y a des activités aussi pour enfants, c'est-à-dire l'équitation, le poney, donc, et aussi des ateliers de concession pour la poterie et aussi la peinture. Il y a aussi des activités pour femmes enceintes pour permettre à toutes les femmes qui sont enceintes d'ouvrir le bassin, parce que la plupart des femmes enceintes ont ce problème à travers des activités du yoga, mais aussi à travers les activités du ballon. C'est gratuit, nous invitons tout le monde, mais particulièrement une cible bien déterminée. C'est les gens qui n'ont pas le temps en semaine de faire du sport. Nous les invitons pour ce week-end avec leur famille, à sortir en famille avec leurs femmes. Antoine, la Corniche Ouest, c'est juste à côté. Oui, vous connaissez bien. Bien entendu. On y sera en tout cas. Merci Youssouf Bodian pour cette page de sport.